Je vais parler en français pour d'abord vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à toutes et à tous au musée d'Orsay pour cette belle journée d'études autour du symbolisme balte. Vous le savez, il y a quelques semaines, les âmes sauvages, le symbolisme dans les pays baltes, donc cette grande exposition a été inaugurée par les 4 présidents de la République, président de la République française et les 3 présidents baltes. C'était un événement extrêmement important tant sur le plan culturel que sur le plan diplomatique, qui soulignait l'importance de cette exposition qui, vous le savez, est là aussi pour célébrer le centenaire de la première indépendance des pays baltes en 1918. L'exposition connaît donc en quelque sorte sa première étape à Paris au musée d'Orsay, puis connaîtra une seconde étape à Tallinn, et je salue évidemment l'équipe du musée de Tallinn qui est avec nous aujourd'hui, et puis circulera ensuite à Vilnius et à Riga. Donc c'est un vrai projet européen de partage culturel autour de l'idée de cette construction de l'identité de nation, mais aussi d'une identité culturelle européenne. Donc c'est un projet qui reflète beaucoup de grandes questions qui sont toujours éminemment d'actualité. En parallèle de l'exposition, vous le savez, le musée d'Orsay organise une grande saison balte ce printemps, avec notamment, et je le signale, un festival baltique qui accompagne donc l'exposition et qui se tiendra dans la semaine du 22 au 29 mai, avec en ouverture, et soyez tous là, un grand concert dans la nef du musée d'Orsay, donc dans un lieu tout à fait exceptionnel et spectaculaire, le 22 mai, sous la baguette de Gideon Kremer, donc le magnifique violiniste et directeur musical letton, fondateur de l'orchestre de musique de chambre Kremerata Baltica. Donc ça va être un très grand moment musical et qui ouvrira donc une série de festivités. Donc je vous invite à revenir donc à Orsay dans la semaine du 22 au 29 mai. Pour revenir donc à l'exposition, je voulais remercier à nouveau tous nos confrères baltes qui nous ont confié pendant 3 mois quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre de leur collection, de ces chefs-d'œuvre qui témoignent de l'intensité de la vie culturelle, artistique dans ces pays, donc au tournant du XXe siècle, et de leur participation à une dialectique en quelque sorte assez passionnante entre un mouvement culturel européen, le symbolisme, cet art de l'idée, cet art qui va au-delà des apparences et qui permet de transcrire aussi bien l'état d'âme que des aspirations spirituelles, littéraires, fantastiques, et on le voit, on voit tous ces imaginaires à l'œuvre dans l'exposition, mais aussi cette tension vers la définition d'identité nationale. Et c'est bien ces questions qui vont animer toute la journée aujourd'hui de communication et je l'espère de débat à l'auditorium d'Orsay. Je voulais à nouveau remercier Rodolphe Rapetti, commissaire général de l'exposition, remarquable spécialiste de l'art du XIXe siècle et particulièrement évidemment du symbolisme, pour avoir guidé magnifiquement cette exposition et nous accompagner aujourd'hui. Il sera l'un des 2 modérateurs des débats et vous profiterez à nouveau de la grande connaissance de Rodolphe du mouvement symboliste en général et de sa parfaite et rare connaissance pour un Français des univers culturels baltes. Je voulais aussi remercier très chaleureusement Ginta Gerhard-Tupinici qui va me succéder dans un instant à ce pupitre, directrice du département des arts visuels letton au Musée national des beaux-arts de Lettonie, pour son rôle crucial dans l'organisation de cette exposition. Elle a été aussi notre principale interlocutrice pour l'organisation de cette journée d'études et elle a grandement contribué à façonner donc cette journée. Je voulais très sincèrement la remercier. Cette journée, elle est parfaitement inédite en France. C'est la première qui est consacrée avec une telle ampleur au mouvement culturel autour du symbolisme dans les pays baltes durant cette période. Donc c'est vraiment une première, mais une première qui s'inscrit dans une longue tradition de rencontres scientifiques internationales au sein de l'auditorium du musée d'Orsay. Depuis plus de 30 ans, le musée d'Orsay participe à la vie scientifique européenne en invitant constamment autour de nos expositions, de nos
collections des spécialistes du monde entier qui viennent partager leurs recherches, leurs interrogations. Et c'est donc, il faut inscrire évidemment cette journée dans cette grande tradition d'Orsay. Je voulais remercier bien entendu Scarlett Roy-Guiquet pour l'organisation aussi concrète de la journée au sein de cet auditorium. Nous avons fait le choix, vous l'avez compris, de maintenir les communications dans les langues originales donc, et propres de chaque intervenant. C'est un choix presque, on pourrait dire, politique, mais que nous assumons parfaitement. Et je pense que c'est important aussi de donner sa place à la diversité linguistique européenne. Et donc, c'est pour ça que vous êtes tous équipés, je crois, de casques. Si vous ne l'êtes pas, faites-le avant le début des séances. Mais je me réjouis en tout cas d'entendre parler balte dans l'auditorium du musée d'Orsay. Tous les champs patrimoniaux vont être convoqués aujourd'hui, littérature, musique, architecture vernaculaire, tradition orale, poésie. Donc c'est donner à voir toutes les facettes de ce patrimoine balte. Et c'est donc une journée extrêmement riche qui réunit les meilleurs historiens d'art, qui sont soit des chercheurs liés à l'université, soit des conservateurs de musées. Et je tiens à remercier évidemment très chaleureusement tous les participants qui ont accepté de participer à cette journée et de partager leurs connaissances avec le public du musée d'Orsay. Ce sera une journée qui va nous permettre d'explorer ce que Rodolphe Rapetti nomme cette terra incognita de l'art de la fin du XIXe siècle, donc ces terres aux confins de l'Europe de cette période, que nous connaissons mal de ce côté de l'Europe, que nous continuons à découvrir, que le public d'Orsay découvre de maintenant depuis plusieurs semaines grâce à cette exposition, et c'est donc une exploration beaucoup plus en profondeur que nous allons vous proposer aujourd'hui. Alors, il y a deux grands moments qui vont partager la journée. L'exploration de la notion de romantisme national, avec ce terme sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de revenir, qui est un thème un peu particulier, qui était déjà utilisé, vous le savez, à l'époque, à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, et qui englobe cette question des identités nationales et qui a été englobée par la recherche en histoire de l'art, incorporée dans la recherche en histoire de l'art. Et puis l'autre grand sujet de la journée, ce sera évidemment le lien entre le symbolisme ou les expressions symbolistes baltes et l'Europe. Donc là encore, une mise en réseau, une mise en résonance de ce que nous pouvons, des chefs-d'œuvre que nous pouvons voir dans les salles d'Orsay en ce moment, avec ce qui se passe dans l'ensemble des capitales symbolistes européennes. Donc pour modérer cette journée d'études, je resalue donc la présence de Rodolphe Rapetti, mais aussi d'Anne-Marie Thiès, directrice de recherche au CNRS et grande spécialiste de la question des identités nationales, qui vont être donc les deux présidents de séance de cette journée. Merci à tous les deux de nous accompagner. Il me reste à vous souhaiter une passionnante découverte et un grand moment de plaisir intellectuel et sensible au sein de l'auditorium d'Orsay. Vous y êtes toujours les bienvenus, vous le savez, pour partager la richesse de nos collections et explorer des patrimoines qui nous sont moins familiers, comme c'est aujourd'hui le cas avec les Pays Baltes. Merci donc à toutes et à tous de votre participation. Je cède la parole à Ginta, qui va nous dire quelques mots avant de lancer à proprement parler les débats. Merci beaucoup. Madame la présidente du musée d'Orsay, chère Laurence Descartes, cher Rodolphe Rapetti, commissaire général, chers participants de la conférence. Après l'inauguration de notre exposition commune, L'âme sauvage, le symbolisme dans les pays baltes, nous avons reçu beaucoup de compliments et des félicitations. On dit que ce événement, c'est un triomphe, exposition du siècle, etc. Je vous remercie tous de la possibilité de vivre cet événement. Étant présenté aujourd'hui à Paris, aux côtés de chercheurs baltes, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à nos partenaires Laurence Descartes et Rodolphe Rapetti de l'étape avant ce grand événement. Il s'agit d'une longue période de recherche scientifique, de travail de Rodolphe, et dédié à ces terres incognites depuis les années 90. C'était une expérience d'une recherche d'une nouvelle ampleur pour lui.
je voudrais rappeler ici que pour les sélectionner les œuvres, Rudolf s'est rendu dans tous les 3 pays et a visité les réserves des musées nationaux à Riga, Tallinn, Tartu, Vilnius et Kaunas. Il veut voir les pièces originales. Excellent catalogue de l'exposition qui contient des essais descriptifs, des informations visuelles, des chroniques historiques, restera comme un témoignage documentaire sur cette exposition. Madame Laurence Descartes est rendue à Riga en 1905 pour participer à une conférence internationale. À cette époque, elle était le commissaire du musée d'Orsay, spécialiste du XIXe siècle. Je me souviens, ce sont écrits sur les recherches de Gustave Courbet. Et je regarde un vieux souvenir de son interview intitulée « Mon passion, le XIXe siècle ». Avant que les pays baltes soient découverts par les publics parisiens, notre partenaire, collègue et ami à Paris et en France ont déjà bien avant remarqué et apprécié l'art balte, y compris le symbolisme. Ce qui compte beaucoup, c'est un regard depuis l'extérieur. Il peut apporter d'autres accents, faire assortir d'autres œuvres, relever d'autres contextes et articulations. Un contexte français et européen a donné au symbolisme balte à une nouvelle perspective, un nouvel horizon. Ici, on peut mentionner aussi le succès de chacun de nos musées, connus avant ou en parallèle de cette exposition au musée d'Orsay. Je voudrais mentionner les œuvres de Čiurlionis ont déjà été présentées au musée d'Orsay 2 fois. Le symbolisme letton a connu 2 expositions, l'une à Bruxelles, mais l'autre à Luxembourg. Les Estoniens qui, cette année, présentaient une exposition de Konrad Mägi à Rome, est une exposition sur ce thème de décadence, tenue à Tallinn en 2017. Je peux avouer que nos musées sont liés par une coopération intense et dynamique. Nouveau terme est né en travaillant sur les projets d'exposition sur le symbolisme balte. Il s'agit désormais d'une équipe balte. Ce qui est important, c'est que non seulement une mobilisation pour un travail commun, mais aussi des rencontres communes qui nous ont permis de prendre les bonnes décisions. Je remercie ici mes collègues lettons, Mara Laats et Dace Lemberg pour le soutien. Je remercie Sirje Helme, Osvaldas Daugelis, Lolita Jablonskiene pour le soutien et aussi toutes les équipes des conservateurs dans le musée balte. Je voulais relever aussi l'importance de la Baltique tant qu'une plateforme culturelle. Je vais trinquer tous les musées. L'importance de Baltique en tant que plateforme culturelle. En jetant le regard dans l'histoire des 3 pays baltes, je voulais rappeler que l'idée d'une politique culturelle balte commune n'est pas de tout nouvelle. Déjà dans lointain année 1920, la ville de Riga et la villégiature de près de Riga, Bulduri, ont accueilli une conférence des pays baltes, lors de laquelle a été discutée l'idée d'une alliance balte pour une défense commune après la Première Guerre mondiale. En parallèle, cette question d'une importance majeure fut aussi discutée l'idée de création d'un bureau culturel balte, avec l'objectif de représenter notre art en Europe. L'idée d'une union balte en tant qu'objectif politique n'est pas réalisée. C'est une exposition en Trocadéro en 1935 et le pavillon commun des pays baltes à Paris à l'exposition internationale des arts et techniques en 1937, qui a été mentionné plusieurs reprises et fut un succès important. Il s'agissait à cette époque d'un pavillon balte commun composé de 3 salles où chaque pays avait un espace à part dans un pavillon commun. L'exposition Homme sauvage symbolise dans les pays baltes quelque chose radicalement neuf, c'est-à-dire en soulignant l'identité de chaque nation,
Un nouveau terme faut créer, celui qui symbolisme balte. Il accumule, réunit un relève chacun par nous en proposant en même temps une image homogène des pays baltes, et cela pour la première fois. La création du projet a permis d'instaurer une base pour initiative. L'Estonie, par exemple, a proposé la création d'une fondation balte commun. Nous travaillons actuellement sur les prochaines étapes de l'exposition. Elle sera présentée à Kumu, à Tallinn, en octobre cette année. Et puis, en 2020, elle voyagera en Vilnius et à Riga. En célébrant le centenaire de nos trois États, le symbolisme balte est devenu un phénomène beaucoup plus important que nous imaginions initialement, dont on pourra donner une nouvelle évolution avec une distance de temps. Merci pour votre attention. Et c'est la route balte 1989. Merci pour votre attention. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les conservateurs, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs, l'Union balte, quelle idée merveilleuse et quelle fierté à l'idée d'y contribuer, même modestement, en tant qu'historien d'art, dans le cadre de cette exposition. Il est d'usage, évidemment, de se remercier mutuellement dans ce genre de circonstances, et j'ajouterai mes propres remerciements, puisque l'histoire qui, d'une certaine manière, accompagne une grande partie de ma vie, et cette recherche sur le symbolisme a été commencée il y a longtemps en ce qui concerne les pays baltes et en ce qui me concerne. Et je voudrais, d'une part, remercier Ginta, mais aussi tous les conservateurs de musées pour leur accueil dans les collections, dans les réserves, qui ont permis à aboutir à cette exposition. Je dois dire que ce travail a été d'un grand professionnalisme de la part de tous ces musées, où j'ai été heureux de trouver des équipes extrêmement solides, intelligentes, compétentes. Et c'est ce qui a permis de répondre à la demande de Laurence Descartes lorsqu'elle nous a dit qu'il fallait avancer l'exposition d'1 an. Elle était prévue initialement en 2019, et puis voilà, nous sommes en 2018 et elle est là. Et ça, c'est grâce vraiment à la capacité de réaction de ces équipes. Je voudrais également remercier Laurence Descartes pour sa clairvoyance, sa confiance, son audace, parce que c'est vrai qu'il n'est a priori pas évident d'accepter d'organiser une exposition sur un sujet qui, disons-le, n'est pas connu du public français. Et je crois qu'il y a là la volonté de la part de la présidente du musée d'Orsay de renouer avec une des missions essentielles de ce musée, qui est de faire découvrir, non seulement à Paris, mais au monde, des éléments, des courants moins connus de l'art du XIXe siècle. Je pense que la chose a été faite grâce aux prêts exceptionnels qui nous ont été consentis, avec le meilleur des œuvres des pays baltes. Alors, nous allons, au cours de cette journée, travailler et débattre de cette question finalement extrêmement brûlante pour le public français, cette question du romantisme national. Symbolisme, courant international, romantisme national, courant national et presque identitaire. Est-ce que ces deux courants, est-ce que ces deux éléments fusionnent? Est-ce qu'ils se croisent dans une sorte de chiasme? Il me semble que la particularité de ce symbolisme dans les pays baltes est cette fusion, en tout cas cette mise en commun d'éléments internationaux qui relèvent d'un tempérament fin de siècle, si l'on pense à la poésie, à la littérature et à l'influence européenne et la diffusion européenne d'un certain nombre de tendances en poésie et en littérature. Laurence a évoqué tout à l'heure le symbolisme comme art de l'idée, c'est-à-dire cette Europe qui est dominée par une forme d'idéalisme issu du néoplatonisme.
et d'autre part, des éléments formels, mais aussi des éléments intellectuels qui, eux, revendiquent profondément l'appartenance à une culture définie par ce qui est le plus près de son sol, la langue évidemment, la terre, le paysage, les monuments, le costume. Et comment est-ce que ces pays ont réussi à donc mêler ces deux éléments que nous aurions tendance peut-être à tort en France à voir parfois comme contradictoires. Alors, nous avons ce matin plusieurs intervenants qui vont nous éclairer sur cette question. Je tiens à souligner un élément important concernant ce colloque, c'est que nous avons tenu à ce qu'interviennent des personnalités différentes par rapport à celles à qui avait été confiée la rédaction du catalogue, de façon à avoir un autre éclairage sur l'exposition. Je rappelle que donc les intervenants auront 20 minutes de temps de parole chacun. J'espère que vos papiers ont été prévus dans les temps, car en cas de dépassement, j'ai la réputation d'être un animateur absolument féroce. Donc, il est vraiment important que l'on maintienne la matinée dans un déroulé normal. Et pour commencer donc sur cette question, qu'est-ce que le romantisme national? Eh bien, nous avons une première communication qui aborde le sujet de front, symbolisme et romantisme national, par Jaak Kangilassi, qui est professeur honoraire à l'université de Tartu et à l'Académie estonienne des arts. Jaak Kangilassi est professeur émérite d'histoire de l'art à l'université de Tartu. Il est également donc membre de l'Académie estonienne des arts. Il a été vice-recteur de l'université de Tartu et c'est évidemment une référence dans ce domaine puisqu'il est l'éditeur du 6e volume pour ce qu'on pourrait dire qualifié comme l'histoire de l'art nationale, l'Estonian Art History, qui est donc une publication qui fait référence dans ce domaine. Jaak Kangilassi a enseigné aussi bien en Estonie qu'à l'étranger, à l'université de New York, à Oslo, Helsinki, à Turku. Et donc, nous l'écoutons tout de suite pour sa communication « Symbolisme et romantisme national ».